Bonsoir, on va introduire aujourd'hui le chapitre de compression. On va voir en détail ce processus et quels sont les différents échanges qui prennent place durant ce processus. Et on va voir la différence entre processus théorique et processus réel. Alors, on a déjà traité la compression dans le cycle théorique comme processus adiabatique, alors qu'en réalité, il y a un transfert de chaleur qui se passe durant la compression. Et ce transfert de chaleur va commencer tout d'abord des parois du cylindre vers le mélange dans une première phase, car quand, si vous voulez, je commence à comprimer, j'ai déjà que les parois sont chaudes après la phase de combustion, et alors le transfert de chaleur va se faire des parois vers le mélange dans le cylindre, alors qu'à un certain stage, dû à la compression, pression et température des mélanges vont s'élever, et à un certain point, la température du mélange va devenir plus grande que la température des parois et le transfert de chaleur va se faire dans le sens opposé. Et c'est pour cela la compression réelle diffère de la compression théorique. Elle n'est pas un processus adiabatique. Alors, pendant la compression, on a que la pression et la température du mélange s'élèvent et les valeurs en fin de compression vont dépendre essentiellement de plusieurs paramètres thermodynamiques qui sont, si vous voulez, les conditions initiales au début de la compression, ainsi que le taux de compression epsilon du moteur et la nature du transfert de chaleur qui prend place entre les parois du cylindre et le mélange à l'intérieur du cylindre. Si on a de hauts taux de compression et paramètres thermodynamiques en fin de compression, ça va correspondre à un haut degré de détente et une meilleure utilisation de chaleur. Alors, maintenant, la compression du mélange gazeux va créer des conditions favorables au déroulement du processus de combustion, car on sait que pour déclencher la combustion, on doit arriver à une pression et une température assez élevées dans notre cylindre. C'est pour cela que le processus de compression a un grand effet sur le déroulement de la combustion. Et alors, par suite d'augmentation au moment d'inflammation de la température et de la pression et de la concentration du mélange dans un volume petit et compact, on peut avoir une combustion meilleure. C'est pour cela qu'on doit essayer d'aboutir à une pression et température assez élevées à la fin de la compression. Maintenant, dans les moteurs à essence à combustible liquide, durant la compression, on a évaporation du mélange qui va se poursuivre, ainsi que le brassage des vapeurs avec l'air. Un autre rôle important durant la compression, qu'on prépare le mélange à la combustion. Alors, la compression va aider au brassage de l'air et du combustible pour avoir un mélange uniforme et pour le déroulement de la combustion d'une façon meilleure. Maintenant, les limites de température et de pression en fin de compression vont être définies par la détonation ainsi que par la présence des pièces surchauffées dans la chambre de combustion qui provoque l'inflammation avancée. Alors, on doit bien sûr étudier la phase de compression de façon d'aboutir, si on a un moteur à essence, on doit aboutir aux conditions nécessaires pour déclencher la combustion par l'étincelle et on ne doit pas excéder aussi une certaine température et pression, car vous savez qu'il y a des limites. Bien sûr, on a, si vous voulez, on doit avoir des températures et pressions juste nécessaires à l'inflammation. On ne doit pas les excéder. Alors que dans les diesels, la formation du mélange va se produire dans la chambre de combustion au voisinage du point mort. Et alors, c'est très important dans le diesel, c'est plus critique si vous voulez, de contrôler la compression, car si on arrive à pression et température d'auto-inflammation beaucoup avant d'arriver au point mort, alors ça va affecter le déroulement de la combustion. Et on doit faire l'étude de façon que à la compression, juste avant d'arriver au point mort, on va aboutir à la pression et température nécessaires pour l'auto-inflammation. C'est pour cela la phase de compression doit être bien étudiée pour avoir autant voulu, si vous voulez, les paramètres qui peuvent être optimales pour le déroulement de la combustion. Alors, les exigences au processus de compression sont d'avoir au moment d'injection une température suffisamment haute, si on est dans le cas de diesel,
pour que la portion du mélange évaporé s'enflamme sans aucune source externe, indépendamment du régime d'exploitation et de la courbe de distillation différente des combustibles. Alors, on doit étudier la phase de compression pour aboutir à la température et pression voulue ou à la position aussi voulue. Alors, au début de la compression, la température du mélange, comme on a déjà dit avant, va être inférieure à celle des parois. C'est pour cela, dans une première phase, l'échange de chaleur va se dérouler des parois du cylindre vers le mélange. Et alors, avec la compression, la température de la charge va augmenter jusqu'à ce qu'à un certain moment, la température moyenne de charge et des parois seront égales. Et alors, dans la partie qui va suivre, au cours du déplacement du piston vers le point mort haut, jusqu'à la fin de compression, l'échange de chaleur va se faire dans le sens opposé, si vous voulez, du mélange vers les parois. Alors, dans une première partie, on va gagner de l'énergie des parois, mais dans l'autre partie de compression, on va perdre une partie de l'énergie à l'extérieur. Maintenant, au moment de fermeture des soupapes d'admission, la pression et température du mélange peuvent être mesurées. On a ces paramètres sont P'(A) et T'(A). Et alors, la compression va se produire avec un coefficient pas comme le cas théorique. Dans le cas réel, si je veux modéliser, si vous voulez, le processus de compression, je ne peux pas utiliser le coefficient K que j'utilisais dans le cas théorique. Je dois définir un exposant polytropique et on va voir ensemble que cet exposant polytropique peut être déterminé expérimentalement. On va voir graphiquement comment on peut le voir. Alors, et même cet exposant n'est pas constant, il est variable. On a, si vous voulez, deux différentes phases. On a le point limite entre les deux phases, c'est le point où les températures des parois et du mélange sont égales. Avant d'avoir des valeurs, avant ce point-là, l'échange de chaleur était en train de prendre place, si vous voulez, des parois vers le mélange, ce qui va contribuer à un échauffement plus rapide, si vous voulez, du mélange. Et c'est pour cela ce qui explique que l'exposant polytropique durant cette phase-là va être plus grande que K, que l'exposant théorique d'une compression isotropique. OK? Alors que dans la phase suivante, lorsque les températures des parois et du mélange s'égalisent et ensuite on va avoir transfert de chaleur dans le sens opposé, ce qui va rendre, si vous voulez, l'augmentation de température plus difficile. Alors, dans ce cas, on dit que la compression se déroule avec un autre coefficient polytropique qui est inférieur maintenant à K. Et on peut définir comme un coefficient polytropique moyen qui va prendre en considération la variation du coefficient durant les différentes phases de compression. Et si on fait l'analyse graphique, on peut voir comment les courbes, si vous voulez, la pente de la courbe va varier entre première et deuxième phase. Alors, vous voyez que la température, avant d'arriver au point où la température des parois est juste égale à la température du mélange, on avait la pente, si vous voulez, d'augmentation de température était plus importante car le transfert de chaleur se faisait des parois vers le mélange, ce qui va aider à l'échauffement du mélange, alors qu'après le point R, on va avoir une réduction de la pente d'augmentation de température. C'est dû à l'échange maintenant de chaleur du mélange vers les parois. Et alors, ce qu'on peut faire, on peut déterminer comme une courbe moyenne entre les deux, qui est caractérisée par un coefficient moyen, qu'on nomme coefficient polytropique moyen, et qu'on peut définir alors comme cas intermédiaire entre les deux. Et ce paramètre-là va être mesuré expérimentalement. Alors, maintenant, on va faire un peu de calcul pour détermination des paramètres de compression. Alors, premièrement, analytiquement, il est très difficile de déterminer les paramètres en fin de compression à cause de la variabilité de l'exposant polytropique. Compte tenu de cette difficulté, on les détermine à l'aide d'un exposant polytropique moyen et constant. Et ce coefficient-là est déterminé expérimentalement.
et on va admettre que la compression va commencer au point mort bas. On sait déjà qu'il y a une phase de charge d'appoint et on considère vraiment que la compression réelle commence lorsqu'on ferme les soupapes d'admission. Mais pour faciliter le calcul, on va considérer que la compression commence au point mort bas et alors on peut relier les paramètres au point C, au point mort bas, au point A, sorry, et le point de fin de compression PC par les formules déjà qu'on a utilisées dans le cas théorique, avec la différence que maintenant, on n'utilise pas qu'un coefficient isentropique, on utilise un coefficient, un exposant polytropique. Alors, on a que PC égale PA fois epsilon exposant N1 et TC égale TA fois epsilon exposant N1 moins 1, avec N1, le coefficient polytropique moyen durant la compression. Maintenant, dans les moteurs, la quantité de chaleur transmise pendant la compression va comporter de 1 à 1,5% de la chaleur apportée par le combustible et N1 peut être déterminé par une certaine équation. Alors, en général, moi, je vous donne N1 ou je vous donne des paramètres suffisants pour le déterminer. OK? Et vous n'avez pas besoin de cette formule. Maintenant, on va prendre plusieurs influences de différents facteurs sur la compression. Alors, pour commencer, le coefficient polytropique de compression va être affecté par plusieurs facteurs. Le premier facteur, comme on a déjà dit, c'est le transfert de chaleur entre parois et mélange. C'est pour cela la différence des températures du mélange et des parois est l'un des importants facteurs qui vont affecter ce coefficient polytropique. Un deuxième facteur, c'est le rapport des surfaces à travers lesquelles se produit la transmission de chaleur. Vous savez que pour n'importe quel processus de transfert de chaleur, il y a plusieurs facteurs qui l'affectent. Un des premiers facteurs, c'est l'aire de contact entre les composants qui sont en train d'échanger de la chaleur. Alors, plus la surface latérale d'échange est grande, plus on a un grand transfert de chaleur. Un autre paramètre, c'est la quantité de mélange disponible dans le cylindre pendant la compression. Vous savez que, bien sûr, quand vous avez une certaine masse, la quantité présente va affecter l'énergie qui est présente dans le mélange. Quand vous calculez le transfert de chaleur, par exemple, vous dites que c'est M, c'est P delta T. Alors, la quantité qui est en train d'échanger la chaleur va affecter le processus d'échange de chaleur. Et bien sûr aussi, si on calcule un flux, on dit que le flux de chaleur en watts, c'est au joule par seconde, c'est m dot Cp delta T. Alors, le temps aussi va affecter le processus. Alors, la durée de transmission de chaleur va affecter le processus en place. On a aussi, bien sûr, le coefficient de transmission de chaleur gaz entre parois va dépendre, entre parois et mélange, va dépendre de la vitesse de déplacement du mélange. Et vous savez, par exemple, si on parle, par exemple, de convection, la convection dépend de la vitesse de déplacement du gaz par rapport à la paroi. Alors, la vitesse du piston, du déplacement du piston va aussi affecter l'échange de chaleur entre le mélange et les parois. Un autre paramètre, c'est le coefficient de transmission de chaleur entre gaz et parois va dépendre aussi de la quantité d'essence vaporisée dans la compression. Alors, plus la quantité de combustible est grande, ça va affecter le mélange. La nature du mélange va affecter bien sûr le processus, car on sait que si on a un mélange, on doit considérer les chaleurs spécifiques de chaque partie. La chaleur spécifique de l'air est différente de la chaleur spécifique du combustible et le pourcentage de combustible présent va affecter bien sûr ce processus de transfert. Alors, tous ces facteurs doivent être pris en compte si on veut modéliser le transfert de chaleur qui prend place. C'est pour cela, c'est très, si vous voulez, c'est très complexe de modéliser ce transfert-là. Et c'est pour cela on peut avoir cours aux expériences pour déterminer d'une façon empirique ce coefficient-là. Maintenant, les paramètres finaux en fin de compression vont dépendre bien sûr des valeurs initiales PA et TA. Et comme on a déjà dit, ils vont dépendre aussi du coefficient polytropique qui peut être déterminé expérimentalement.
À basse température des parois, ce qui est le cas d'un moteur froid, la chaleur apportée au système de refroidissement va être très intense et le lancement d'un moteur froid va être difficile. C'est pour cela, lorsqu'on est dans des conditions de basse température, le lancement du moteur est beaucoup plus complexe, car dans ce cas-là, si vous voulez, même pour initier, si vous voulez, le déroulement ou le fonctionnement du moteur, en une première phase, les parois sont très froides et on va avoir beaucoup de pertes de chaleur du mélange vers les parois, ce qui va rendre le processus de compression plus difficile. Et bien sûr, le lancement va prendre plus de temps. Alors, maintenant, on va parler, si vous voulez, de l'effet. Ces parties-là, il y a des parties qui ne sont pas incluses. Il y a une partie, là, vous n'êtes pas responsable des parties, OK? Alors ici, OK. Alors, juste pour, si vous voulez, pour le chapitre 5, c'est un processus, c'est un chapitre très petit. وانتم مسؤولين jusqu'ici. Jusqu'ici, OK? Les paramètres qui affectent les différents facteurs sur la compression. Et l'autre partie, vous n'êtes pas responsable. Alors, vous pouvez arrêter ici. OK? Alors, maintenant, on va passer à une autre idée. On va passer au processus de combustion, chapitre 6. Alors, dans le processus de combustion, on va voir qu'on peut diviser la combustion en plusieurs phases. Alors, on va ici décrire ensemble les différentes phases de combustion. Alors, premièrement, la combustion est un processus très complexe. Sa naissance, formation, évolution et son rendement vont être déterminés par les particularités et les vitesses des réactions chimiques qui prennent lieu. Maintenant, les conditions d'échange de chaleur et de masse dans la zone de flamme, de même par l'émission de chaleur aux parois. On va voir que la combustion peut être définie en plusieurs phases et on va distinguer les phases de combustion dans le cas d'un moteur à essence et dans le cas d'un moteur diesel. On a que la vitesse des processus d'oxydation et de combustion peut être estimée par la vitesse de consommation des substances initiales, combustible ou oxygène, ou bien par le taux d'élévation de température ou de pression. Maintenant, la combustion se produit dans la phase gazeuse. C'est pour cela, c'est important d'assurer, si vous voulez, une évaporisation complète du combustible dans l'air pour créer un mélange gazeux qui est uniforme. Parce que si on a, si vous voulez, des résidus, la vapeur, ça va réduire l'efficacité du processus de combustion. Maintenant, pour que les réactions d'oxydation se produisent avec des vitesses élevées et suffisantes, le combustible liquide doit être transformé en vapeur et ces vapeurs doivent être mélangées bien avec l'air. Ce n'est pas suffisant seulement de transformer en vapeur, on doit avoir un bon brassage pour ne pas avoir des zones, si vous voulez, où il y a un pourcentage grand de combustible et d'autres un pourcentage faible, car cela va réduire l'efficacité. Quel maquin le mélange homogène, plus le déroulement de combustion est meilleur. Alors, la vitesse d'oxydation est la plus grande dans les mélanges homogènes. C'est pour cela qu'on a intérêt à bien brasser le mélange avant le processus de combustion. Et dans ce cas, les molécules du combustible doivent être uniformément réparties entre les molécules d'oxygène pour avoir une combustion complète qui se déroule d'une façon optimale. Dans les mélanges hétérogènes des gaz, la vitesse de combustion va être limitée par l'interdiffusion des vapeurs du combustible et de l'air, et la vitesse des réactions chimiques est d'importance secondaire. La vitesse de combustion du combustible liquide va être déterminée par la vitesse d'évaporation et de brassage des vapeurs obtenues avec l'air. Alors, c'est très important de contrôler ces deux paramètres qui sont, si vous voulez, la vitesse d'évaporation et le brassage des vapeurs. Maintenant,
Pour la plupart des réactions chimiques, la particularité essentielle est la dépendance des vitesses et de la température. Alors, la vitesse des réactions chimiques va être déterminée par plusieurs facteurs. Alors, on ne va pas entrer en détail, si vous voulez, dans les formules de déroulement de combustion. Il y a beaucoup de détails des réactions chimiques. Vous n'êtes pas responsable de ça, OK? Alors, cette partie-là, vous pouvez ne pas la considérer. Alors, toute cette partie n'est pas inclue, OK? Maintenant, on va commencer par les phases de combustion, les différentes phases de combustion dans les moteurs à essence et dans les moteurs diesel, OK? Alors, premièrement, on va commencer par le déroulement de la combustion dans les moteurs à essence. On va voir qu'on a déjà parlé que dans les moteurs à essence, c'est essentiel d'assurer un mélange homogène des vapeurs, de combustible et de l'air, ainsi que les gaz résiduels qui vont rester après la phase d'échappement, pour avoir une inflammation, si vous voulez, lorsqu'on donne l'étincelle, plus le mélange est homogène, plus le déroulement de combustion est meilleur et plus rapide. OK, maintenant, une fois qu'on donne l'étincelle, on n'a pas instantanément la combustion parce qu'on a besoin d'un certain délai qu'on appelle délai d'inflammation, au cours duquel on a la propagation dans tout le mélange de la flamme turbulente. C'est pour cela qu'on va distinguer trois phases principales de combustion et on va faire l'analyse graphique de ces phases pour un moteur à essence. La première phase, qui est appelée phase initiale ou phase primaire, durant laquelle on va avoir un petit centre d'inflammation qui va se créer dans la zone des températures élevées entre les électrodes de la bougie. Alors, lorsque vous donnez l'étincelle, on va avoir ce qu'on appelle la propagation d'un centre d'inflammation et on peut arriver, la température entre les électrodes de la bougie peut arriver à 10 000 degrés Celsius. Vous voyez comme elle est grande et on va avoir transformation peu à peu en front de flammes turbulentes. C'est pour cela qu'on dit que la combustion n'est pas instantanée. Il y a un certain délai qu'on appelle délai d'inflammation qui va constituer la phase initiale de la combustion. Maintenant, la deuxième phase, si vous voulez, est la phase principale, car durant cette phase, on a la propagation rapide de la flamme turbulente dans la chambre de combustion, pratiquement sans changement du volume de cette dernière. Car si vous vous rappelez, on a considéré que dans les moteurs à essence, la combustion se fait à peu près à volume constant, et parce que le piston va être au voisinage du point Morveau dans ce cas. Et la phase finale, c'est la zone de la combustion finale où le mélange qui est situé derrière le fond de flamme, auprès des parois et dans l'espace mort entre la culasse et le fond du piston, qui va occuper une certaine partie de détente. Alors, on a vu que dans les moteurs à essence, cette zone-là est limitée, alors que dans diesel, elle va prendre une plus grande partie de la détente. Maintenant, au fur et à mesure que les dimensions du centre d'inflammation augmentent, l'influence des pulsations turbulentes est positive sur la vitesse de combustion. Dans la phase principale, la propagation de flammes est proportionnelle à l'intensité de turbulence, qui à son tour va croître proportionnellement à la fréquence du vilebrequin. Et il en résulte que la durée de la phase principale, exprimée en degrés de rotation du vilebrequin, pour les mêmes conditions, ne dépend pas de la vitesse du moteur. Et cette phase-là est une phase très rapide qui se déroule pour un changement d'angle très limité aussi, car on est au voisinage du point mort. Maintenant, en se rapprochant des parois, la vitesse du front de flamme décroît, ce qui peut être expliqué par l'intensité réduite de turbulence au voisinage des parois. Lorsque la flamme atteint les parois, la vitesse de combustion décroît, mais la combustion ne s'achève pas. Pour une durée très longue, la combustion se poursuit. C'est vrai que la combustion se poursuit pour une très longue partie parce que la phase
si vous voulez, principal, prend un très petit temps et va conduire à une pression, à une élévation brusque de pression qui se fait à peu près à volume constant. Maintenant, la durée de la première phase est du moment d'apparition de l'étincelle électrique jusqu'à l'élévation visible ou remarquable de pression. Alors, on considère que le délai d'inflammation va être déterminé par la différence entre le moment où on donne l'étincelle électrique jusqu'à l'augmentation soudaine de la pression. Quand la pression commence à augmenter d'une façon rapide, le point de début de cette augmentation est considéré la fin de la première phase et le début de la deuxième phase. Mais il ne faut pas confondre. Ici, on dit que ce point-là correspond au moment de décollement, au détachement de la ligne de combustion de celle de compression. Maintenant, quand on fait l'analyse graphique, on va comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela. Mais il ne faut pas confondre entre cette phase et le délai d'inflammation dans les diesels. C'est différent parce que dans les moteurs à essence, au moment d'apparition d'étincelles électriques auprès des électrodes, il va y avoir naissance des centres d'inflammation, mais parce qu'il y a une certaine vitesse de propagation de la flamme, il va y avoir un certain délai avant d'observer l'augmentation brusque de pression. Alors que dans les diesels, ce délai-là, si vous voulez, correspond au délai d'auto-inflammation du mélange. C'est différent. Maintenant, pour la deuxième phase, la durée de la deuxième phase est du moment de détachement de la courbe de combustion jusqu'au moment d'obtention de la pression maximale du cycle. Alors, on limite la deuxième phase, si vous voulez, est la plus rapide et elle va être limitée par le début d'augmentation brusque de pression jusqu'à arriver à la pression maximale du cycle, alors que la troisième phase, c'est le temps écoulé entre la pression maximale et la température maximale du cycle. On va faire maintenant ensemble l'analyse graphique. Dans ce graphe, on présente plusieurs courbes. On va parler qu'est-ce que représentent ces courbes. Alors, premièrement, on représente ici la variation de pression et de température en fonction de l'angle de rotation du Villebrequin. Les courbes, si vous voulez, ici, cette courbe-là représente la variation de pression si on n'a pas de combustion. Si on n'a pas un processus de combustion, et si par exemple pour le moteur essence, on ne donne pas l'étincelle, qu'est-ce qui se passe? On a une variation symétrique de pression alors dans le cylindre. Car ce qui va se passer lors de la montée du piston, on a compression du mélange, la pression va augmenter, elle va aboutir à sa valeur maximale au point mort. Et lors du déplacement du piston vers le bas, on va passer par les mêmes points d'une façon symétrique. Alors que ce qui change cette symétrie, ce qui va casser cette symétrie et va créer une augmentation brusque de pression est la combustion. Et si je compare maintenant cette courbe-là sans combustion avec la courbe avec combustion, alors on appelle cette phase-là la courbe de compression. Si on a une compression suivie d'une détente, alors sans combustion ici. Alors, on a une symétrie par rapport au point mort. Et alors, le point maximal de compression va être juste au point mort. Alors que quand je donne l'étincelle dans l'essence, ce qui va se passer est qu'il y a ce qu'on appelle détachement. Ça, c'est le point de détachement qu'on parlait à propos. On disait que si on compare la courbe, si vous voulez, de compression sans combustion avec la courbe où il y a combustion, à un certain point, on va avoir détachement des deux courbes. Ce point-là va marquer, si vous voulez, le début de la phase 2. On définit, si vous voulez, la phase 1. Ici, on donne l'étincelle. Mais pas directement, on va observer une déviation du cas de la courbe de compression pour un certain temps qui correspond à la propagation de la flamme, du centre de turbulence, comme on l'a appelé. On a une certaine phase où on n'observe pas une variation de pression entre courbe de compression et courbe de combustion, alors que quand on a la propagation, on a le délai de propagation qui a pris place,
la combustion est initiée vraiment ici. On peut considérer que la deuxième phase va commencer à ce point-là et elle va continuer jusqu'à la pression maximale. Alors ici, on peut déterminer la deuxième phase. Et enfin, la troisième phase, qui occupe une certaine partie de la détente, est définie. On dit que la combustion continue tant que la température est en train d'augmenter. On va voir que le maximum de pression et le maximum de température ne prennent pas place au même instant. C'est parce que la combustion continue à se dérouler pendant une certaine phase de la détente. OK? Et on définit la phase finale de combustion comme limitée par le point correspondant à la pression maximale jusqu'au point correspondant à la température maximale. Lorsque la température commence à diminuer, on considère alors que la combustion est terminée. On a vraiment commencé la détente réelle. OK? Alors, si on compare aussi les courbes de pression et de température, on voit que il y a détachement entre courbes de, si vous voulez, de compression et de combustion. Le détachement prend lieu pour température et pression à peu près au même niveau, mais la pression maximale est achevée avant la température maximale, car comme on a déjà dit, cette montée brusque est due si vous voulez, à la phase initiale. On a une propagation très forte de la combustion, ce qui va causer une très grande variation de la pression. Et après que cette phase-là est terminée, la combustion continue. Mais si vous voulez يعني البوش الأساسي اللي كان عم بيزيد البريسيون مرق يعني la plus grande partie des gaz sont déjà brûlés. Alors, il n'y a plus augmentation de pression. Là, déjà, le point mort commence à descendre, ce qui va aider à limiter l'augmentation de pression. Alors que comme il y a encore une certaine partie qui est en train de brûler, la température continue à augmenter pendant une certaine partie jusqu'à ce que cette température arrive à sa valeur maximale. On considère que ça va marquer la fin de la combustion. Alors, maintenant, l'efficacité du cycle dans le cylindre du moteur va se déterminer par la combustion complète, sa vitesse, et c'est-à-dire elle va dépendre du dégagement calorifique simultané, assurant un degré de détente des produits de combustion très proche du taux de compression géométrique. Dans ce cas, on dit que le travail maximal du cycle ou la puissance et l'économie maximale du moteur vont fonctionner sur des combustibles légers qui sont obtenus lors de début et la fin de la phase principale, qui vont être symétriques, situés de part et d'autre du point mort. En cas réel, on voit qu'on n'a pas une symétrie par rapport au point mort. Mais si on est proche de cette symétrie, on va alors limiter, si vous voulez, la durée de combustion et avoir des pressions et températures beaucoup plus élevées, ce qui va rendre le processus efficace et va limiter son temps aussi. Alors, c'est bien de limiter le temps car on peut profiter plus de la détente dans ce cas. Alors, dans le cas des moteurs à essence rapide, le taux de compression varie entre 8 et 9 et la puissance maximale va correspondre à l'obtention de la pression maximale à 12 à 15 degrés après le point mort. Et dans ce cas, la durée de la phase principale va varier entre 25 et 30 degrés. Alors, on peut optimiser, si vous voulez, la phase de combustion en optimisant le mélange, en optimisant, si vous voulez, les paramètres du moteur. On peut étudier quel taux de compression va favoriser la performance optimale de ce processus de combustion. Et par mesure de pression maximale et de durée des phases, on peut optimiser la performance du moteur. Alors, cette partie-là, vous n'êtes pas responsable. OK, il y en a juste ici dans ce paragraphe-là. Vous pouvez arrêter ici. OK. Pour l'autre partie-là, il y en a plus pour ces chapitres.
Faites attention, il y a beaucoup de parties qui ne sont pas incluses dans le programme. Vous pouvez les lire si vous voulez, mais elles ne sont pas incluses. Alors, toute cette partie-là que je suis en train... OK. Toute cette partie-là, on ne l'a pas. Maintenant, on va voir les phases principales de la combustion dans les moteurs diesel. Alors, dans les diesels, le combustible va s'injecter dans l'air chauffé par compression ayant une température de 450 à 550 degrés et à une pression de 3 à 4 mégapascales. Dans le cas de suralimentation, la pression peut être supérieure et va dépendre de la pression d'alimentation PK. L'injection du combustible va commencer avant le point mort et va se déterminer avant ou après le point mort. Ça dépend, si vous voulez, ici, on l'appelle loi d'injection du combustible. On peut optimiser cette loi d'injection de façon à avoir un processus optimal. En général, on dit que c'est meilleur d'injecter la plus grande partie du diesel dans la première phase, okay? Car dans cette phase, la propagation et durant l'auto-inflammation, si vous voulez, la combustion va se dérouler d'une façon très rapide et va aboutir à une pression très haute, à une augmentation de pression très importante. Alors, il y a parfois des contraintes, on ne peut pas, si vous voulez, excéder une certaine pression et température. Alors, ça dépend de nos contraintes. Lorsqu'on détermine les contraintes qu'on a, quelles sont les pressions et températures maximales, on peut décider quelle est la quantité qu'on peut injecter avant le point mort et alors quelle est la quantité qu'on peut continuer à injecter après. C'est pour cela ça dépend des contraintes thermiques qui sont imposées. On peut ou bien, si vous voulez avoir, si vous vous rappelez, il y a plusieurs possibilités. On a dit qu'une des possibilités, c'est d'avoir une combustion à deux phases, une qui est à peu près à volume constant et l'autre à pression constante. Ces phases-là sont déterminées par la loi d'injection. Si je fais, si vous voulez, si l'injection va être en une grande partie en cette phase-là, je vais obtenir une augmentation très haute de pression et alors la phase de pression constante va être plus limitée. Et si je laisse un pourcentage plus petit pour injecter durant la deuxième phase, alors je vais limiter la deuxième phase de combustion. Alors que si je décide si j'ai une contrainte que je ne peux pas excéder une certaine pression et température, par exemple, si je dois m'arrêter ici, je dois diminuer le pourcentage injecté durant la première phase et augmenter alors le pourcentage durant la deuxième phase. OK? Et parfois, on peut avoir un autre scénario qu'on veut avoir une combustion à peu près à pression constante. C'est pour cela, dans ce cas, la quantité principale du combustible va être injectée, si vous voulez, après. Elle va commencer avant le point mort, mais d'une façon faible et va continuer après le déplacement du piston vers le bas pour produire cet effet de combustion à pression constante. Alors, tout dépend des contraintes thermiques et des contraintes de pression que j'ai, ce qui va imposer la loi d'injection que je dois utiliser pour mon moteur.